Chers amis, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Merci de rester fidèles à ces entretiens, à cette chaire audiovisuelle que la Fondation Henri Lafontaine consacre aux grands principes défendus par ce prix Nobel de la paix que nous nous enorgueillissons d'avoir évidemment en Belgique dans notre trace historique. Une témoin de l'histoire aussi en marche avec nous ici dans l'émission, Isabelle Durand. Bonjour Isabelle Durand. Bonjour. Secrétaire générale adjointe de la CNUSET. On va revenir sur ce que signifient réellement non seulement les mots, mais l'action de la CNUSET. Mais peut-être une question d'emblée, parce que Henri Lafontaine, c'est à la fois le savoir, la connaissance, qu'on appellerait maintenant le mundaneum, le Google de papier d'une part, et puis c'est la paix, le combat pour la paix, les femmes, la libération de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sentiments-là ont encore la cote? On a la guerre, on a du MeToo à tous azimuts, on a le sentiment que tout régresse. Bon, c'est vrai que la période est particulièrement difficile et que les questions de la paix, c'est clair qu'on imaginait, parfois d'ailleurs en négligeant des conflits qu'on considérait comme lointains et donc ne requérant pas toute notre attention, pour parler de la Syrie ou d'autres, où franchement on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais le fait d'avoir une guerre à proximité nous fait penser qu'on recule, et c'est vrai, enfin, c'est incontestable, et c'est quelque chose de totalement, je ne vais pas dire inattendu, parce que certaines actions l'ont préparé, mais inattendu en tout cas dans le sens d'une invasion brutale et d'une guerre avec tout ce que cela représente, non seulement comme souffrance, mais comme conséquence pour le monde entier. Alors, est-ce qu'on recule sur les droits humains? Est-ce qu'on recule sur les droits des femmes? Il y a des endroits où ça recule incontestablement. Et ce mouvement MeToo est là aussi pour protester et pour empêcher ces reculs, ou en tout cas pour s'élever contre de tels reculs. Est-ce que les droits humains reculent dans leur ensemble? Je pense que globalement, non. Si on regarde sur l'échelle du monde, non. La condition de beaucoup de gens, paradoxalement, s'est améliorée. Mais dans les faits, il y a des inégalités tellement criantes et tellement profondes et grandissantes que ces inégalités sont génératrices de populisme, sont génératrices de raccourcis, de prise de position que d'ailleurs la digitalisation et les réseaux sociaux n'ont pas aidé à nuancer. Et donc on est un peu tous, autant que nous sommes, coincés entre ces nouvelles qui nous tombent en permanence, qui sont généralement d'ailleurs plutôt des nouvelles négatives ou dangereuses, ou des périls, sans parler du péril climatique, dans un contexte insécure qui, c'est vrai, nous fait penser que le monde recule. Alors, il ne recule pas tout le temps et partout et surtout. Mais dans l'ensemble, le bel universalisme qui a créé les Nations Unies, qui a généré l'idée de prix Nobel de la paix, de rapport positif à la paix, est en péril aujourd'hui, ça c'est vrai. Je vais faire évidemment un peu, sans doute un inventaire à la Prévert, vous allez m'en excuser, mais allez, prenons dans quelques éléments. On a eu évidemment aux États-Unis la présidence Trump, mais on voit bien aujourd'hui le Trumpisme se prolongeant à la Cour suprême, la mise en péril du droit à l'IVG pour les femmes. On voit la reprise des exécutions aussi dans certains États. La peine de mort est à nouveau fermement appliquée. On en parle peut-être moins, mais en Amérique latine, les situations absolument cataclysmiques d'un pays comme le Venezuela, par exemple, avec des populations obligées de se sentir mieux dans un pays voisin, la Colombie, ce qui paraît quand même un immense paradoxe. L'Iran, ça nous touche parce que, à l'heure où nous parlons, le professeur Djalali est menacé d'exécution. On espère que non, mais on voit bien que ce régime n'est pas prêt, quelles que soient ses têtes, à quelques concessions. La Chine, si on prenait que les Ouïghours, mais on devrait être plus large, c'est aussi dramatique. La Russie, on l'évoque, mais plus près de chez nous. La Pologne aujourd'hui, évidemment, avec la guerre en Ukraine, on trouve qu'elle a des vertus positives, mais elle fait même la leçon aux autres. Mais enfin, il y a des sanctions, des procédures de sanctions qui étaient envisagées, des territoires LGBT-free, une remise en cause des droits de la femme. Franchement, comment n'aurait-on pas le tournis ? Alors la liste est longue et on pourrait encore ajouter des situations où on recule. Et paradoxalement, il y a aussi des situations où les choses bougent
positivement. Je ne veux pas jouer la naïveté de croire que tout ce que vous venez de dire, finalement, peut être compensé par de grands... C'est pas vrai. Mais je pense que nous sommes aussi, je dirais, baignés dans l'ensemble de ces régressions qui nous empêchent aussi de voir des choses qui bougent positivement, y compris dans les pays en développement. Vous parlez de l'Amérique latine, le Chili a un nouveau gouvernement, il y a des choses nouvelles qui démarrent. Même en Argentine, on a des entités qui bougent de façon extrêmement importante. On a bien sûr le Brésil avec lequel on a plus de problèmes sur la question, entre autres, climatique, mais pas seulement. Si vous prenez en Afrique, on a aussi des pays dans lesquels soit des régions, soit des acteurs se sont mobilisés de façon intéressante. Bon, bien sûr, on a aussi l'Éthiopie qui va mal, on a une série de régions ou de sous-régions en Afrique qui sont en difficulté, mais on a aussi de belles évolutions sur parfois seulement des secteurs ou seulement certains aspects. Et la CNUSET travaille beaucoup sur ces petites choses-là. Sur la question des femmes et du genre, du droit à l'avortement, c'est clair qu'on a des reculs là où on avait acquis, et c'est une féministe qui vous le dit, là où on avait acquis de longues luttes et de longues dates des droits qui sont en train de reculer, les États-Unis entre autres, même si c'est au niveau fédéral et que ça n'empêche pas les États de faire différemment, mais ça ne va pas aider, c'est clair, la cause des femmes. Les États-Unis, oui, on a tous été soulagés d'une certaine façon de voir le trumpisme se terminer, mais ça ne change rien, si je peux dire, à la dynamique. Ça n'occulte pas la dynamique qui a été à l'œuvre et rien ne nous garantit que dans quelques années, on se retrouve dans des situations très compliquées. Donc on ne doit pas se voiler la face ou crier je dirais au grand bonheur de voir revenir les démocrates au pouvoir. Ça n'est pas si simple et eux-mêmes d'ailleurs sont confrontés à des grandes fractures dans la société américaine. Et c'est ça, je pense, qui est le plus problématique aujourd'hui, c'est les fractures. Et les fractures sont multiples, y compris dans les pays dits développés ou dans les pays en développement ou dits en développement. Elles sont multiples, elles se polarisent, elles s'opposent. Le discours rassembleur ou universaliste a beaucoup moins de place aujourd'hui, y compris dans la jeune génération de ceux qui pensent d'abord à l'intersectionnalité, c'est-à-dire aux segmentations de différentes luttes, qu'elles soient contre des vestiges du colonialisme, que ce soit les luttes féministes, que ce soit les luttes sur les LGBT ou autres, alors qu'il me semble qu'un certain universalisme avait prévalu antérieurement, faisant de ces luttes une seule et même lutte, qui est celle tout simplement de l'universalisme, des droits humains. Alors, je ne critique pas parce que je pense un peu, je ne vais pas jouer les vieux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il se passe d'autres choses auxquelles on doit être attentive et auxquelles on doit continuer de faire des liens entre ces différentes manières d'aborder les droits humains en les segmentant plutôt qu'en les rassemblant. Et ça, c'est à la fois un facteur de préoccupation, mais aussi un facteur de choses positives. Je regarde par exemple la génération climat et tous ceux qui, dans les pays en développement comme dans les pays développés, ce sont souvent des femmes et des jeunes femmes, oui. Et c'est très bien, se mobilisent sur cette question climatique au-delà même des questions des partis politiques ou des idéologies. Et je pense que c'est plutôt encourageant de voir cette génération se lever sur un péril qui est évidemment extrêmement, on n'en a pas parlé, mais qui est extrêmement dangereux pour l'ensemble des droits humains en général. On va y venir, bien entendu, parce que climat, commerce, gestion sont intimement liés dans les instruments. Je reste un instant quand même encore sur cet universalisme qui semble battu en brèche. Vous nous dites, OK, il ne faut pas être trop régressif, jouer au vieux con en quelque sorte, et donc il faut pouvoir comprendre ce qui est à l'œuvre, certes, mais quand on segmente, quand on sectionne en sous-éléments, est-ce qu'on n'a pas le risque évident d'avoir alors des droits particuliers qui ne sont pas identiques les uns pour les autres, des droits communautaires, comme on dit, avec des dérogations alors aux droits? On a connu, il y a quelques décennies déjà, en Grande-Bretagne par exemple, cette tentative de la juxtaposition des communautés et des droits. Mais cette juxtaposition des communautés et des droits, elle n'existe pas qu'au Royaume-Uni. Je veux dire, elle a d'ailleurs tendance à s'installer, y compris chez nous. Elle est à la fois préoccupante et en même temps, je pense que le fait que la juxtaposition ne signifie pas pour autant l'affrontement des communautés, mais puisse
avoir des frontières assez souples, des frontières dans lesquelles on se croise, dans lesquelles peut-être des choses communes sont possibles, mais en tout cas des frontières dans lesquelles on ne s'affronte pas. Or, c'est ça le grand danger, c'est que cette juxtaposition de toutes sortes de groupes à revendications particulières aboutissent à opposer les droits des uns contre les droits des autres. Et alors là, tout le monde perd. Et donc je pense que cette juxtaposition, c'est un fait. On peut pleurer sur l'universalisme, il n'est plus là spontanément. Et donc notre rôle, c'est aussi de veiller à ce que les frontières entre ces groupes soient le plus poreuses possible et puissent, je dirais, contre tous les populismes, aboutir à un respect mutuel, à une identification des besoins spécifiques ou des identités spécifiques des uns et des autres, sans pour autant qu'elles ne s'affrontent. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut se faire à tous les échelons, depuis un travail strictement local jusqu'à ce qui se passe à New York ou à Genève dans le contexte des Nations Unies, en passant par le supranational européen. Alors, vous le savez, on vous le répète à chaque fois, Henri Lafontaine, dans son combat, avec beaucoup d'autres, dans son combat pour la paix, avait imaginé évidemment un arbitrage, un système d'arbitrage, c'était son credo, un arbitrage international. Et dans le système de la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'il se soit senti d'emblée immédiatement reconnu, ni même qu'il s'y soit reconnu. Parce qu'il y avait les limites qu'il dénonçait immédiatement, la prévalence des capitales sur le droit commun, sur l'universel. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, quand on a votre expérience de l'intérieur, un peu le sentiment qu'on a évacué la même chose quand on songe aux grandes ambitions du départ des Nations Unies et qu'on se retrouve maintenant, avec des Nations Unies écornées? Est-ce qu'on n'est pas là vers la même glissade ? Oui, d'une certaine façon, c'est vrai que les Nations Unies, et avec la dynamique qui est la leur, qui est une dynamique de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des rapports de force du monde de l'époque, ne correspond absolument plus du tout aux rapports de force du monde d'aujourd'hui. Antonio Guterres, qui en est le secrétaire général, a coutume de dire dans les réunions internes, quand il s'adresse aux chefs d'agence, il dit « Mais vous avez plus de pouvoir que moi ». Moi, mon pouvoir, c'est un pouvoir de la parole, c'est un pouvoir de mettre les gens ensemble, c'est tout. Et dans des règles qui sont très contraignantes et sur lesquelles on aimerait bien les changer, mais on a bien peur d'ouvrir la boîte, parce que si on devait les changer, on sait ce qu'on enlève, mais on ne sait pas par quoi ça serait remplacé. Et donc c'est vrai qu'il y a de fortes limites. Enfin, l'idéal humain et l'idéal de Lafontaine et d'autres, y compris le mien, qui est vraiment de porter au plus haut niveau et de façon permanente ce dialogue, cette écoute, cette façon de chercher des compromis, etc., reste une aspiration et restera une aspiration. Je pense, hélas, que ça ne se réalisera jamais et que selon les moments du monde, et le moment qu'on vit aujourd'hui est particulièrement difficile parce que s'y additionnent des crises multiples qui s'aggravent l'une l'autre, ça rend ce dialogue beaucoup plus difficile et surtout les décisions qui devraient être prises, le respect du droit international, le respect d'un certain nombre de conventions. Souvent, on ne dispose pas des sanctions quand les choses ne sont pas respectées, mais qui est là pour appliquer les sanctions ou décider de quelles sanctions pourraient être prises en vertu d'un droit international qui certes s'applique, mais est loin d'être toujours respecté. On a connu par le passé, pas seulement maintenant, du non-respect du droit international. Quelles sont les sanctions? On n'en dispose pas, ou plus exactement, ceux qui en décident sont ceux qui ne les respectent pas. Et donc, on est dans un contexte vraiment super compliqué et qui donne envie à tout le monde de penser que tout ça est un peu obsolète et qu'en définitive, il faut peut-être revenir sur quelque chose de plus régionalisé. Je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'approche de type régional à l'échelle du monde, les blocs sont très terriblement inégaux. Non seulement économiquement, mais aussi politiquement, et vont bouger en fonction d'enjeux économiques et politiques qui vont rendre les relations du monde encore plus compliquées. Donc je pense qu'on a à tout prix besoin de ce lieu ou de ces lieux, malgré le fait qu'ils sont parfois impuissants, malgré le fait qu'ils sont insuffisants dans leurs instruments, malgré le fait que, vu de l'extérieur, on a l'impression d'un truc où les gens se parlent pour ne rien dire, ou pour faire juste des déclarations qui ne vont rien changer au... Eh bien, oui, d'une certaine façon, on a besoin de cette lenteur, de ce travail permanent, d'un certain ciment. On a eu, par exemple, les objectifs de développement durable qui ont cimenté les étapes dans quelques années. Ça a été décidé en 2015, donc il n'y a pas si longtemps.
Aujourd'hui, on a un peu le sentiment que le ciment s'effrite et que ce ciment qui les tenait ne les tient plus ou plus de la même façon parce que le Covid est passé par là avec ses conséquences socio-économiques gravissimes, parce que maintenant la guerre est là avec à la fois ses effets socio-économiques mais aussi ses effets politiques, parce que la crise climatique est là avec ses grandes injustices entre ceux qui sont déjà dans les effets dramatiques du changement climatique et ceux qui commencent seulement à les découvrir. Et donc, on est au pied du mur. Et au pied du mur, ce n'est pas le moment d'enlever le système, aussi insuffisant soit-il. On reste encore un instant et puis on passe au terrain climat et commerce. Un instant sur les droits de l'homme. Vous le savez mieux que quiconque, cette commission, ce Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est regardé de plus en plus avec suspicion parce que la présidence en a été confiée ces derniers temps à des pays qui s'illustrent par le pire. Vous me direz, au Conseil de sécurité, quelques-uns des autres s'illustrent par le plus pire encore. La Russie présidait le Conseil de sécurité au moment de l'invasion. Et donc, il faut bien être attentif à ce qu'en termes de droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, la présidence est donnée à un État qui les viole régulièrement, l'Arabie Saoudite, que pour autant, l'ensemble du système s'écroule. Pourquoi ? Parce que le système du Conseil des droits de l'homme, alors il doit lui-même prouver ses effets, mais c'est un système où tout le monde est considéré comme être redevable de ce qu'il fait devant tout le monde, et pas seulement devant une instance qui aurait le droit de considérer que oui ou non vous violez ou vous ne violez pas. Tout le monde passe à l'examen régulier de l'application des droits de l'homme dans son propre pays. Certains, y compris la Belgique d'ailleurs, sont condamnés sur un certain nombre de choses, d'autres évidemment sur des violations beaucoup plus graves. Mais je crois que le système, même le fait qu'une présidence momentanée, parce que c'est toujours une présidence qui tourne, et c'est ça, je dirais, la particularité du système des Nations Unies ou du Conseil des droits de l'homme, c'est que les présidences tournent, oblige à l'exposition. Et l'exposition est aussi, c'est toujours le moment où on proteste sur la place des Nations à Genève et où les groupes viennent protester à juste titre, et ils ont bien raison d'être là pour faire valoir les droits des Kurdes ou de n'importe quelle minorité non respectée. Et donc je crois qu'on ne doit pas condamner le système parce que la présidence est donnée de temps à autre à des pays qui ne les respectent pas, d'autant plus qu'aucun ne les respecte complètement. Alors, à part ça, est-ce que réellement ça permet que les droits de l'homme s'améliorent dans le monde? Est-ce que ce système où tout le monde regarde tout le monde, de peer review, de regard par les pairs, oui et non. Je pense qu'au moins ça donne à tous les activistes des droits humains la possibilité à un moment donné d'être entendus et de mettre sur la sellette ceux qui ne les appliquent pas, quel que soit le domaine dans lequel ils ne les appliquent pas. Et je pense que cette dynamique-là a le mérite. Il n'y en a pas d'autre. Qui peut s'instaurer en étant le chef des droits humains et de dire que lui les applique tous et qu'il a le droit de condamner tous les autres? Je pense que ça ne marche pas comme ça, ou en tout cas, ça ne marchera pas comme ça c'est certain. Alors on revient évidemment à votre titre, secrétaire général adjoint de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors déjà, cette idée de conférence, ça démontrerait ça fait penser presque à quelque chose qui se réunit ponctuellement. Oui, Donc, une fragilité en quelque sorte. Oui, non, pas du tout. Donc en fait, au départ, 1964, donc ça remonte un peu, ça a été une conférence au moment de la décolonisation, au moment des pays non alignés qui voulaient justement que les pays en développement puissent bénéficier, entrer dans le commerce international après la période de colonisation. On a créé une conférence qui était un moment, une semaine de travail. Et puis, de fil en aiguille, cette conférence est devenue permanente. Et aujourd'hui, quand on dit conférence, en fait, c'est une organisation avec à peu près 450 personnes qui y travaillent. C'est un conseil. Voilà, qui est là en permanence, en train de fournir de l'analyse, de la coopération technique, et puis essayer de créer aussi du consensus entre les donateurs et les bénéficiaires, entre les pays qui... ont des relations commerciales, je dirais, plus puissantes avec certains qu'avec d'autres, pour les faire se parler ensemble et chercher des voies pour que le commerce international serve aux pays en développement, leur apporte des revenus, leur apporte de la création d'activités, leur apporte du développement au sens durable du terme, c'est-à-dire social, économique, environnemental. C'est donc ça l'objet de ce travail permanent qui est basé à Genève et dont j'ai la chance d'assurer la direction, la co-direction. Oui, commerce et développement. Alors, vous l'avez situé dans les années 60, après la colonisation, on pensait développement en termes de pays en retard de développement. On imaginait qu'ils devaient rejoindre certains standards.
certains standards occidentaux. On en parle encore ces temps-ci quand on parle climat, on dit mais comment interdire à l'Inde, à la Chine, à certains pays d'Afrique de rejoindre nos standards, et pourtant d'autres qui se battent en se disant attendez, l'urgence climatique est telle qu'il n'est pas question que l'on s'engouffre là-dedans. C'est intéressant de voir qu'on devrait sans doute déjà rajouter un D, hein. On devrait dire CNUSET-D pour que le D de développement s'accompagne du D de durable. On n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas. Alors, on peut ajouter un deuxième D, mais moi, le mot durable, à un moment donné, il me fatigue un peu aussi parce qu'il veut tout dire et rien dire. Donc, quand on a mis... Bien sûr que le développement est un système complètement intégré, qu'il n'y a pas d'action économique, qu'il n'y a pas un effet environnemental ou un effet social, et vice-versa, une décision environnementale qui n'a pas aussi des effets économiques et sociaux. Donc, par définition, mais enfin, une fois qu'on a mis durable, c'est comme si on était tranquille. Ben, non, évidemment, on doit continuer à regarder dans le détail. Alors c'est vrai, vous parlez de standards. Bon, ce qui s'est passé aussi depuis 1964, c'est la globalisation qui est devenue le système global de tous. Avec toutes ces outrances, son absence de régulation, on a promis aux pays en développement que s'ils entraient dans le système de globalisation, s'ils exportaient tous azimuts, ils allaient développer entièrement leur économie, ils allaient se transformer structurellement, ils allaient développer des capacités productives pour avoir une industrie, parce que pour beaucoup de ces pays, ils sont dépendants de matières premières ou de certaines ressources de base, mais la transformation qui est celle qui crée de la valeur ajoutée, celle-là, elle se fait ailleurs. Parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire dans les pays en développement, parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours été encouragés ou soutenus. Et on l'a vu sur la question des vaccins. Les vaccins du Covid, ils sont faits dans les pays où on a soutenu une industrie qui est devenue relativement autonome, c'est un secteur privé, et où on n'a pas les capacités productives, ni non plus les licences d'ailleurs, pour faire des vaccins dans les pays en développement. Et donc la globalisation et sa dérégulation a aussi amené les pays en développement à exporter tous azimuts sans pour autant en avoir un certain nombre de bénéfices. Ils ont obtenu, et la CNUSET a été, le pionnier ou l'acteur de ça, des systèmes de préférence, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu des pays développés des tarifs préférentiels pour importer ou exporter leurs marchandises dans ces pays. Mais ces systèmes de préférence existent toujours, mais sont venus s'ajouter de nouvelles questions. Les questions, en effet, environnementales, les questions numériques, qui changent tout. La transaction numérique, on l'a vu avec le Covid, où l'économie numérique a fait un bond gigantesque. Est-ce qu'on va taxer les transactions numériques? Est-ce que, oui ou non, des pays qui n'ont pas aujourd'hui développé le numérique comme d'autres, et on pense à des pays qui ont encore des coupures d'électricité 2 heures par jour, comment voulez-vous avoir du 5G ou de la capacité de télécharger et d'utiliser le numérique quand on a des coupures d'électricité, y compris dans les régions rurales? Est-ce que ces pays-là vont avoir le même traitement que les États-Unis ou l'Europe, dans lequel l'accès à une connexion de qualité est évident pour tout le monde, ou relativement évident pour tout le monde? Est-ce que la question des données, qui sont les nouvelles ressources aujourd'hui, est-ce que ceux qui aujourd'hui les utilisent gratuitement, le modèle est complètement particulier puisque nous laissons tous des données, elles sont transformées en intelligence artificielle et puis on nous les revend sous forme de services. Donc les pays en développement sont juste les grands, pas eux seuls, mais eux en tout cas produisent de la donnée et n'ont aucun bénéfice économique. Le bénéfice économique, il est en Chine, il est aux États-Unis. L'Europe d'ailleurs est complètement exclue de ça aussi. Autrement dit, ce n'est pas toujours le rapport nord-sud pour ce qui est du numérique. Et donc dans tous les domaines, on a aujourd'hui de nouvelles questions qui se posent aux relations commerciales, qui doivent être traitées, qui sont très difficiles à traiter et dans lesquelles on ne joue pas à égalité. La CNUSET, elle est là, par exemple, pour équiper les pays en développement à aller négocier à l'Organisation mondiale du commerce, à disposer des instruments ou des cadres législatifs qui leur permettent d'avoir sur le numérique ou sur d'autres aspects les outils nécessaires, à pouvoir calculer leur index de capacité productive. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour tenir compte de leur capital naturel, de leur capital humain, de la jeunesse. Les pays en développement ont évidemment une courbe démographique complètement différente de la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces populations jeunes qui sont en attente de toute autre chose que simplement d'avoir une petite exploitation agricole minuscule? Comment est-ce que la technologie peut les aider? Et ces jeunes-là sont demandeurs de ça. Et donc on est plutôt sur les problèmes anciens, mais aussi sur des problèmes nouveaux qui en plus se teintent, en tout cas pour les pays africains, d'un regard sur le colonisateur qui a changé.
Je crois que d'une certaine façon, en Afrique, pour le moment, on en a marre. On en a marre d'avoir une relation aux colonisateurs qui continuent quelque part au travers des instruments mis en place dans différentes institutions commerciales, d'exercer un pouvoir, et donc un pouvoir sur le développement économique de ces pays. Et on a envie de dire finalement, pourquoi est-ce que nous, Africains, on irait au G20 ou au G7? À quoi ça sert? Ils discutent entre eux, ils ne sont pas capables je dirais, d'adresser convenablement les problèmes de dette auxquels ils sont confrontés. Finalement, peut-être que d'autres régions du monde, la Chine, voire la Russie, ne seraient pas plus intéressantes ou plus des partenaires, je dirais, plus attentifs à nos besoins immédiats. Voilà le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Est-ce que la CNUSED, vous venez de nous rappeler, je pense qu'on peut parler de facilitateur, vous servez en quelque sorte de garant et de pédagogue pour les pays qui n'ont pas naturellement accès? Pédagogue, peut-être, je n'aime pas trop le mot parce que pédagogue voudrait dire que quelque part nous savons et que nous allons leur donner des cours ou des leçons. Ce n'est pas vraiment le cas parce que, je dirais, nous, à la CNUSED, nous apprenons aussi énormément des dynamiques qui sont à l'œuvre dans différentes régions du monde et qui ne sont pas les mêmes dans l'Est asiatique, qui ne sont pas les mêmes en Afrique et a fortiori, l'Afrique n'est pas un continent homogène, qui ne sont pas les mêmes en Amérique latine ou dans ce qu'on appelle les pays à revenus moyens, qui ont par ailleurs, qui souffrent de toutes sortes d'autres inégalités d'autre part. Et donc, je préfère le mot facilitateur, partage, y compris des expériences entre eux. Nous sommes parfois là pour faciliter, au sein d'une même région, le partage entre ceux qui ont résolu ou tenté de résoudre certains problèmes d'une certaine manière avec leurs voisins, ce qui ne se fait pas spontanément, contrairement à ce qu'on pense. Donc, ce n'est pas tellement pédagogue, mais c'est plutôt fournir du matériel, des données, de la substance pour aider à la décision politique. Ce n'est pas à nous, nous sommes les Nations Unies, de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est à nous d'alerter, de mettre en évidence les données, de mettre en évidence les tendances, de faire certaines recommandations, mais ça s'arrête là. Est-ce que dans une certaine mesure quand même, dans ce rôle d'accompagnateur, facilitateur, vous êtes amené à devoir faire le bras de fer avec d'autres instances mondialisées? Alors on a cité l'Organisation mondiale du commerce, c'est sans doute très emblématique, mais on pourrait parler de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international ou du Programme alimentaire mondial. Est-ce qu'en quelque sorte, lorsque vous repérez dans le système des Nations Unies des failles, des asservissements, le Fonds monétaire a asservi beaucoup, la Banque mondiale a asservi beaucoup, certains pays ont pointé du doigt des programmes internationaux. Est-ce qu'il vous arrive donc de faire le bras de fer avec des instances internes? Alors le bras de fer, bon, on ne devrait pas faire le bras de fer parce que je ne suis pas sûre que ce soit l'instrument le plus efficace, mais néanmoins, c'est vrai que par rapport à l'Organisation mondiale du commerce, d'autres façons d'essayer d'instiller ce qui nous semble juste en termes de recommandations, c'est de travailler avec les pays en développement en leur donnant à eux qui sont mandatés pour être membres de l'OMC la manière ou les instruments ou les données qui leur permettent d'être un peu mieux équipés dans leurs négociations. Ça, c'est avant les négociations. Après, une fois qu'une décision se prend à l'OMC, je peux la trouver mauvaise ou bonne, elle a été prise, elle doit être appliquée. Ça, sinon, il n'y a plus d'état de droit. Et donc, quand elle va être appliquée, la CNUSED, elle vient en ex post, c'est-à-dire comment est-ce qu'on l'applique sur le terrain, parce qu'entre une décision sur quelque aspect que ce soit en matière portuaire, en matière de commerce, il faut après la mettre en œuvre avec les chambres de commerce, avec les autorités locales, en formant les ministères, en essayant de faire que les ministères dans les pays en développement travaillent ensemble, ce qui est rien que ça est déjà pas nécessairement le plus simple. Donc on est en ex ante et en ex post. Pour la décision, je ne peux pas, comme fonctionnaire des Nations Unies, quoi que j'en pense personnellement, contester une décision qui est prise par... Et en tant qu'agence, je ne peux pas non plus la contester. Alors certains font des cartes blanches, et parfois la CNUSED a été considérée comme l'enfant rebelle, celui qui est jamais content, voilà. Et par rapport à ce que vous disiez sur la Banque mondiale, le Fonds monétaire, oui, nous faisons, et c'est très bien comme ça, un plaidoyer au sein de ces instances. Bien sûr, nous ne sommes pas membres du Fonds monétaire, mais dans toutes les instances où le Fonds monétaire est représenté, dans les G7, G20, G24, etc., la CNUSED, par sa voix, met le doigt sur ce qui fait mal.
Après, on n'a pas le pouvoir, évidemment, et les rapports de force au sein du Fonds monétaire, mais tout ce que, par exemple, on a décidé après le Covid ou pendant le Covid sur la question des dettes, la suspension des dettes, bon, ce n'est qu'une suspension momentanée, autrement dit, après, il faut recommencer à payer. Hein, donc, c'est mieux que rien du tout. La question de ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, c'est un peu compliqué, mais qui sont des manières de pouvoir donner un peu de respiration aux pays qui ont été complètement étranglés par leurs dettes à cause des conséquences socio-économiques du Covid. Voilà, je ne dis pas que c'est grâce à la CNUSET, mais en tout cas, cette voie-là, c'est à ça qu'elle sert. C'est peut-être, vous appelez ça un bras de fer, j'appellerais ça une négociation, un plaidoyer. Bon, voilà, parce que je suis aussi dans une position où je n'ai pas... Mais je crois que les Nations Unies doivent plus que jamais peser sur ces questions socio-économiques. Et pas les questions de paix dont nous parlions au début, elles sont évidemment intimement liées aux questions socio-économiques. C'est illusoire de croire qu'on a un domaine paix et humanitaire, et puis que de l'autre, on a le commerce. D'ailleurs, la guerre en Ukraine, la question céréalière, la question de tous le pétrole et les énergies, et la question financière par ailleurs, montrent à quel point l'intégration des questions socio-économiques dans les questions de paix est totalement évidente, ce qui n'apparaissait pas dans la version peut-être des années du début du siècle et a fortiori même de l'après-guerre, où on avait le sentiment que la paix, c'est un truc noble et beau qui va se construire, mais pas tellement à cause ou grâce aux relations socio-économiques. On en a exactement la démonstration inverse. On a vu probablement de manière éclatante sous Covid, mais c'était déjà bien pressenti avant, combien même une organisation internationale comme l'OMC, censée représenter la globalisation, était dépouillée en partie de ses prérogatives au profit de quelques grandes concentrations qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM. On en attend tout, on se retourne vers eux. Pour les vaccins, on a chanté les louanges de quelques grands patrons de GAFAM qui avaient mis de l'argent en oubliant de dire qu'ils étaient par ailleurs eux-mêmes impliqués dans les licences pharmaceutiques. Mais on se dit aussi qu'on attend d'eux le règlement de la question climatique. Et M. Elon Musk, sa grande préoccupation, c'est d'aller dans l'espace ou de racheter Twitter. Et la CNUSET peut vraiment se mêler de ceux-là qui semblent échapper à tout système ? Alors, elle ne s'en mêle pas directement, ou de toute façon, même si elle s'en mêlait, je ne suis pas sûr qu'elle ait la puissance ou le levier pour changer ça. Par contre, la CNUSET, elle est présente à la fois partout où on parle de régulation, et donc à un moment donné, alors je ne sais pas quand et ça tarde, mais la régulation de ce secteur qui a, je dirais, en toute absence de règles, définit les règles du jeu à sa manière, ça ne peut pas durer, ça n'est pas tenable. Donc je ne sais pas combien de temps ça prendra, peut-être aussi longtemps que les 30 ans pendant lesquels on a regardé la question climatique de loin et tout d'un coup maintenant on la regarde de près. Peut-être qu'il faudra encore 10 ou 20 ans pour réguler la question numérique, mais on devra. Et on devra d'autant plus que, comme je le disais, les bénéfices économiques sont concentrés dans 2 grandes régions du monde, aux États-Unis et en Chine. Tous les autres ne touchent pas une bille de tout ça ou avec leur petite plateforme de rien du tout. Ils sont tout à fait absents des bénéfices économiques. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura régulation. On est donc présent partout pour, je dirais, amener ou apporter du matériel pour la régulation. D'autre part, notre autre rôle, c'est de travailler avec les pays en développement pour justement leur permettre de ne pas être les victimes permanentes de ces grandes plateformes. En fait, aujourd'hui, dans certains pays en développement, on considère que les trucs de la vie privée, ça c'est pour les Européens. Les trucs de la cybercriminalité, c'est pas pour nous. Ben non, pas du tout. La question de toutes les données que l'ensemble des populations de tous ces pays livrent gratuitement, il faut que les autorités publiques de ces pays comprennent le business model du numérique pour pouvoir s'en prémunir, pour pouvoir n'être pas que des victimes ou des clients des grandes plateformes, mais de venir et développer à la limite leur propre plateforme. Il y a d'ailleurs une plateforme assez intéressante qui s'appelle Jumia, qui est une plateforme africaine. Évidemment, elle ne rivalise pas avec Google ou avec mais des plateformes comme Amazon, mais c'est assez intéressant parce que du coup, c'est une façon de promouvoir des produits de ces pays au travers des plateformes et en allant dans un contact direct aux consommateurs, différemment que uniquement par les toutes grandes plateformes. Et ça, le développement des plateformes indigènes, si je peux dire, qui pourraient, pas nécessairement en se coalisant, mais en ayant des plateformes d'une taille critique
partout dans le monde, on pourrait aussi créer une certaine compétition avec ces grandes plateformes qui sinon règnent sur l'ensemble du monde et génèrent des bénéfices complètement indécents. Et j'ajoute que la période Covid a rendu complètement indécents leurs bénéfices. Je veux dire, les pays en développement et les pays, y compris dans les pays développés, ceux qui font partie de ce qu'on appelle les victimes de la fracture numérique, n'ont été que des victimes, alors que sur leur dos, les grandes plateformes qui ont bénéficié pendant la période de lockdown et toute la période de confinement de tous ces achats en ligne, ont, elles, enclenché des bénéfices incroyables qui seraient évidemment, normalement, devrait être redistribué si on voulait être juste. Vous citiez tout à l'heure, en parlant des origines, au début des années 60 de la CNUSET, vous parliez évidemment du mouvement des non-alignés. Il avait ses vertus, il avait ses grands défauts, il avait évidemment aussi ses tendances, mais ce non-alignement dans la théorie des blocs entre l'Est et l'Ouest pesait quand même, permettait d'être un peu au minimum le clou dans la chaussure ou le poil à gratter dans le système. On a le sentiment qu'aujourd'hui, ça a disparu, ça. Ben c'est parce que les blocs, évidemment, se sont modifiés profondément et que, bon, entre-temps, le mur est tombé, l'URSS est devenue ce qu'elle est devenue. Je ne parle même pas de l'actualité récente des 3 derniers mois, mais le monde a changé et les rapports de force, à part encore pour certains pays qui ont encore des relations privilégiées, voilà, la Chine s'est levée et est devenue le plus grand géant commercial, alors même qu'elle fait partie de ce qu'on appelle le G77, qui est le groupe, ils ne sont pas 77 d'ailleurs, ils sont plus d'une centaine, des pays en développement. Donc c'est un peu un paradoxe, tout ça est un peu paradoxal. Et je crois que les lectures du passé demandent des lectures du présent. Idem par exemple le classement des pays en développement. Bon, on a les PMA, les pays les moins avancés, on a les pays à revenus intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, à quoi est-ce qu'aujourd'hui certains pays dits pays moyennement avancés ont des traitements qu'ils ne veulent pas quitter, donc ils préfèrent rester un pays moins avancé pour ne pas perdre les avantages qu'ils touchent dans le système. Donc on doit revoir ça parce que ça n'a pas de sens qu'un avantage soit là uniquement pour maintenir une situation de caractéristiques de développement insuffisamment qualifiées. Alors vous vous doutez bien que quand on a l'opportunité d'avoir sur notre plateau une responsable internationale de haut niveau, on ne peut pas manquer de revenir sur les éléments, je l'ai dit, de la cause de la femme, qui est Henri Lafontaine portait avec sa sœur Léonie, entre autres, au premier plan. C'est quoi être une femme dans une enceinte internationale de cela, où on a quand même, j'imagine encore, le poids de l'homme? Oui, mais je dirais que ces 4-5 dernières années, d'abord au niveau du rôle des femmes dans les organisations internationales, regardez tout simplement, aujourd'hui, qui est à la tête de l'OMC? Une femme africaine. Qui est à la tête du Fonds monétaire international? Une femme européenne, bulgare. Qui est à la tête de la CNUSET? Une femme. Qui est à la tête... Enfin, je peux continuer. Oui. Hein, et donc, objectivement... Pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Donc, en fait, nous sommes presque, je dirais presque majoritaires. Et ça, c'était la volonté, entre autres, de Antonio Guterres, je dirais, avoir la parité au top des organisations internationales qui sont de sa responsabilité. Et aujourd'hui, je vous dirais que parfois, être un homme blanc de 50 ans, ce n'est pas facile dans le système des Nations Unies. Il vaut mieux être une femme, et si on est en plus une femme du Sud, c'est mieux. Et c'est normal. Je ne critique pas ça. C'est moche pour les hommes de 50 ans, mais c'est normal qu'il y ait un rééquilibrage. Alors, est-ce que par ailleurs, les femmes à ces postes, comment est-ce qu'elles se débrouillent, je dirais, avec des régimes ou des interlocuteurs qui sont assez patriarcaux? Je pense que le fait qu'elles soient là, à la place où elles sont, oblige ces régimes patriarcaux néanmoins à traiter avec elles, parce que d'elles ou de la négociation avec elles va dépendre peut-être un soutien, une aide. Donc je veux dire, ça oblige à une considération qui n'existait pas auparavant, et ça c'est bien. Est-ce que les femmes vont faire des miracles à cette tête? Je ne crois pas, d'abord, je ne crois pas aux miracles. Est-ce qu'elles vont faire mieux que les hommes? Ça dépendra des circonstances. Je pense qu'en tout cas, elles sont moins redevables des décisions du passé. Et à ce sens, elles ont peut-être un peu plus de liberté ou d'aisance à dire les choses, au moins. Et comme les Nations Unies, c'est surtout dire.
Je pense qu'elles peuvent le dire plus librement parce qu'elles sont moins redevables. Et puis, indépendamment de leurs idées politiques, parce que par définition, enfin, de toute façon, quand on est fonctionnaire des Nations Unies, on devient fonctionnaire. Donc, peu importe à la limite votre orientation politique. Mais je pense que les femmes, dans leur manière de gérer les choses, quelle que soit donc leur idéologie, ont une approche, je pense, un peu différente. Les signes extérieurs du pouvoir sont probablement moins importants pour elles que pour un haut fonctionnaire ou pour un dignitaire ou quelqu'un qui se vit en haut de l'échelle. Je pense que le fait d'être en haut de l'échelle internationale, bon, au contraire, ça vous donne plutôt le poids des responsabilités que les signes extérieurs. La question d'un certain pragmatisme dans la négociation, des relations, y compris des relations humaines avec les partenaires, parce que quand même, le système des Nations Unies, qui est une grosse machine ou un grand machin, ça repose quand même aussi beaucoup sur des hommes et sur des femmes, et sur leur capacité, alors pas toujours, et bien sûr les questions socio-économiques, comme on vient de le dire, mais n'empêche, la relation, la confiance, c'est quelque chose peut-être que les femmes pourraient faire un peu mieux. Oui. On verra. On a un peu par génération le souvenir peut-être de cette chanson où Renaud s'en prenait à Madame Thatcher. Hein, Oui. Tout pouvait aller mieux, sauf peut-être Madame Thatcher. Oui, alors bien sûr, elle incarnait, j'allais dire la pauvre, elle incarnait très exactement tout ce qu'on n'aime pas, ou tout ce que les femmes ou en tout cas certaines femmes ne voulaient pas. Je pense que oui, le fait d'être une femme ne vous garantit pas de faire nécessairement les bons choix. Enfin, si c'était ça, le monde, confions-le aux femmes et tout irait mieux. Je ne crois pas que c'est vrai. Par contre, je pense que le fait qu'elles soient plus nombreuses à un moment où la question des inégalités est criante peut être un facteur qui aide à constituer du réseau, parce qu'en définitive, les réseaux sont aussi une manière d'aborder les problèmes, de préparer la façon dont on va essayer de les résoudre. Ceci dit, si je regarde la grande table avec d'un côté M. Macron à l'époque, enfin il y a quelques semaines, quelques mois, et M. Poutine, je ne suis pas sûre que si une femme avait été assise à la place de M. Macron, ça aurait donné un résultat différent, évidemment. Donc, Madame von der Leyen aurait été à la même place. Je pense. Je crois que ça n'est pas vrai pour tout, mais que ça peut contribuer. En tout cas, je veux en faire le pari, et ne fût-ce que pour les femmes que je viens de citer, je pense que ce sont des femmes qui sont vraiment très, très engagées dans les missions qui sont les leurs et qui ont envie de se parler. Et rien que ça, c'est déjà peut-être un pas dans la bonne direction. Au moment où vous vous apprêtez à quitter cette responsabilité à la tête de la CNUSET, Isabelle Durand, quel est, on va dire, le dossier dont vous regrettez le plus, en quelque sorte, votre principal regret, pas forcément définitif, mais dont vous vous dites, ça, on aurait pu faire mieux? Dans beaucoup de choses, évidemment, et peut-être on pourrait dire si on en avait eu les moyens. Je pense que sur la question des inégalités, c'est vraiment le thème majeur, celui sur lequel on ne parvient pas à rencontrer la façon de modifier les rapports de force, que ce soit les inégalités hommes-femmes, que ce soit les inégalités de revenus, que ce soit les inégalités en termes de développement global. Je pense que c'était d'ailleurs l'ancienne responsable d'Oxfam qui avait fait ce premier rapport sur les inégalités de plus en plus criantes. Et ces inégalités et ces vulnérabilités que le Covid, que la guerre en Ukraine ne fait que renforcer, sont vraiment la pierre angulaire sur laquelle il faut travailler. Mais pour y travailler, c'est ça l'ennui, c'est qu'on ne peut y travailler qu'à une petite échelle très modeste, en prenant l'une ou l'autre inégalité et en essayant de la compenser. Autrement dit, c'est chaque fois une goutte qu'on verse dans un océan d'inégalités. Et ça, c'est terriblement frustrant. Usant? Usant, non. Frustrant, mais la frustration en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de gens, nourrit aussi l'envie d'agir. Et donc, non, ce n'est pas décourageant, même s'il y a des jours de découragement. C'est plutôt une incitation à l'action et à l'action de toutes sortes de jeunes qui arrivent aujourd'hui à la CNUSET ou ailleurs, qui ont encore cette envie de servir, qu'ils viennent du Sud, qu'ils viennent du Nord, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent d'ailleurs. Moi, quand j'ai des stagiaires super motivés, je trouve ça fantastique. Et donc, je compte sur eux.
Eh bien, terminons alors peut-être sur une note positive. Je vous demandais quel était votre principal regret. Je vais vous demander quelle est votre principale fierté. Voilà, sur ces 5 ans, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant en disant « Ah, ça, c'est quand même un fleuron dont je suis fier ». Alors je pense que j'ai contribué à transformer un peu cette organisation et à la rendre aussi plus universelle, c'est-à-dire moins segmentée, moins travaillant avec certains domaines, mais un peu plus universelle et un peu plus aussi respectueuse des pays donateurs. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire « écoutez, nous on représente la voix des pays en développement et vous les donateurs, donnez-nous des sous, mais pour le reste, ne vous occupez pas du... » Bon, je pense que ça ne va pas. Et l'Union européenne doit aussi bouger dans son rapport au Sud. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai contribué à faire, modestement. J'espère que ça continuera. Merci en tout cas d'être venu nous en parler. Avec plaisir.